Pour des raisons inexpliquées, 300 habitants sont frappés par un mal étrange. Ils développent tous les mêmes symptômes surnaturels. Comment expliquer ces hallucinations, dignes des pires films d'horreur? Retour sur un scénario catastrophe. Pont-Saint-Esprit, un petit village du Gard en apparence tranquille. L'église Saint-Saturnin qui surplombe cette ville tente de veiller sur ses 4000 habitants. Et pourtant, une étrange agitation va venir perturber la vie de ces villageois. Nous sommes le 24 août 1951. En pleine nuit, les habitants sont soudainement réveillés par les sirènes d'une dizaine d'ambulances. Les appels au secours se multiplient. Aux 4 coins de la ville, des personnes semblent avoir perdu la raison. Il avait l'impression que son corps retrécissait. Il voyait des animaux. Il avait le feu en lui. Certains habitants se souviennent encore du délire de leurs voisins. Je suis un avion en réaction, mais je saute. Alors il a sauté, non seulement il a sauté et il s'est cassé les 2 jambes, mais sur ces 2 jambes, il a couru quand même. Alors donc ils étaient possédés par quoi? J'avais un collègue aussi, il avait des hallucinations, il voulait étrangler sa mère. Les gens sont pris d'hallucinations terribles, comme en témoignent ces images de l'époque. Les médecins vont même parler d'une nuit apocalyptique. Une crainte de persécution, un désir de fuir, un sentiment d'être habité par des forces mystérieuses, d'être brûlé, d'être consommé par des bêtes sauvages, par des fleurs anthropophages, des gens qui sont barricadés, qui ont tiré sur la police, qui ont battu leurs femmes. Des dizaines de malades sont emmenés dans cet hôpital du centre de Pont-Saint-Esprit. Ils sont incontrôlables et pour certains, il faut leur passer la camisole de force. Malgré leurs efforts, les infirmières sont rapidement débordées et des patients possédés s'enfuient. Une nuit qui fut le point d'orgue d'une période dramatique, au cours de laquelle 5 habitants ont trouvé la mort. Alors quelle malédiction a bien pu frapper ce petit village de Pont-Saint-Esprit? Les enquêteurs vont mettre plusieurs mois avant de lever le voile sur l'incroyable mystère à l'origine de ce drame. Au lendemain de cette nuit du 24 août 1951, le village encore sous le choc enterre ses morts, sous les caméras des premiers reporters de la télévision qui ont fait le déplacement. En plus des 5 personnes décédées, une trentaine d'autres sont internées en hôpital psychiatrique. Au total, 300 habitants ont été victimes de cet étrange phénomène. Un drame qui va mobiliser un homme en particulier, le médecin de Pont-Saint-Esprit, le docteur Gabaye, qui va se lancer dans l'enquête la plus passionnante de sa carrière. Et pour commencer, il va retracer le fil des événements. Une semaine avant le drame, le docteur voit débarquer à son cabinet des dizaines de patients, en proie à des convulsions. Première constatation, tous ces malades ont développé les mêmes symptômes. Il a tout raconté à un historien spécialiste de cette période, Stephen Kaplan. Tout le monde se plaignait surtout des problèmes gastriques, des vomissements, des nausées, et c'était extrêmement frappant. Léon Harmonier est âgé de 27 ans. Alors qu'il se pense épargné, il est soudainement pris de terribles douleurs. Un épisode de sa vie qu'il a raconté des dizaines de fois à sa fille Michel. Des hallucinations, la tête qui tournait, des vomissements. Il se voyait rétrécir, il ressentait le feu à l'intérieur du corps, il voyait des animaux, il a pu arriver jusqu'à la poste et là, il est tombé dans le coma. À l'époque, un autre habitant de Pont-Saint-Esprit, Joseph Carle, raconte à la télévision française les terribles hallucinations de sa fille cadette. Elle avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer. Et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux qu'elle n'y arrivait pas. Alors, après plusieurs jours de travail acharné, le médecin du village, épuisé, échafaude les premières hypothèses. Nous sommes en août 1951 et cet été-là, une chaleur insoutenable s'abat sur la ville. Le docteur Gabaye pense alors à une intoxication alimentaire
De la nourriture aurait pu être corrompue par les très fortes températures estivales. Seulement voilà, le docteur Gabaye s'aperçoit que certaines victimes n'ont pas mangé de viande. La piste de la nourriture avariée s'arrête là. Mais quelques jours plus tard, rebondissement. Un ingénieur hydraulique, Vincent de Neuilly, vient lui rendre visite. Il met en cause une usine à gaz située le long du Rhône, à quelques mètres du village. Les eaux usées de celle-ci se seraient déversées dans le fleuve et l'auraient pollué. Il dit que le réservoir de l'eau est juste à côté d'une usine de gaz et qu'il y a vraisemblablement fuite de gaz dans l'eau. Il prend un tas d'échantillons. Mais l'analyse de ces échantillons ne révélera strictement rien. Une fois de plus, le docteur Gabaye est face à une impasse. Si ni la viande ni l'eau ne sont en cause, qu'est-ce qui a bien pu rendre fou une partie des habitants de Pont-Saint-Esprit? L'inquiétude, mais aussi la peur, sont dans toutes les conversations. Paul Pagès, âgé de 26 ans à l'époque, se souvient d'une panique grandissante. L'ambiance de Pont-Saint-Esprit était vraiment effrayante. Les gens circulaient, se regardaient avec étonnement. Tu n'as pas été... On entendait, enfin on supposait, tu n'as pas été victime, toi. Le docteur Gabaye reprend son enquête et c'est en interrogeant ses patients qu'il a une intuition. Il leur trouve un point commun, une piste incroyable. Tous les malades ont mangé du pain de l'une des 7 boulangeries du village. Roch Briand, un boulanger réputé pour la qualité irréprochable de son pain, se retrouve au cœur de l'affaire. Il est même obligé de fermer boutique. L'information se répand alors dans tout le village. Ma mère me dit, il arrive une catastrophe à Pont-Saint-Esprit, le pain est empoisonné, ne va pas en ville. Si tu as besoin de pain, va au village voisin. Je te déconseille, c'est très grave. Et c'est là qu'apparaissent des rumeurs alarmantes qui vont empoisonner la vie du village. Le boulanger Roch Briand aurait trafiqué son pain en utilisant un produit toxique qui permet de blanchir la farine dans le but de vendre un produit à l'aspect plus appétissant que celui de ses concurrents. Une tricherie répandue à l'époque où les céréales de mauvaise qualité donnaient un pain noir, alors que les Français rêvaient d'un pain blanc, signe de pureté et de pouvoir. Alors le pain serait-il à l'origine de ces 5 morts et de ce village qui a basculé dans la démence ? Alerté par ces rumeurs, le médecin se rend à la boulangerie pour demander à Roch Briand s'il a utilisé ce produit toxique. Le boulanger dément formellement, alors le docteur Gabaye va faire analyser la farine. Le docteur avait dit à Briand, écoute, c'est pas possible, est-ce que tu en as encore de tes sacs? Il a dit, écoute, j'en ai tellement marre, moi, de les voir, que je les ai jetés au Rhône. J'ai jeté mes sacs au Rhône, parce que je ne veux plus le voir. Alors donc, on a dit, ben Briand, il est complice. Le comportement du boulanger Roch Briand, qui s'est débarrassé de ses sacs, est suspect. Faute de farine, le docteur Gabaye analyse les symptômes de ces malades. Il s'aperçoit alors que le produit toxique utilisé ne provoque pas du tout ce genre de douleur. Entendu par la justice, Roch Briand sera effectivement lavé de tout soupçon. Alors que de son côté, il continue à mener sa propre enquête, le médecin est loin de se douter qu'au même moment, ce fait divers prend la dimension d'une affaire d'espionnage. À 10 000 km de là, à Washington, un enquêteur de la CIA, le service d'espionnage américain, rédige un document qui fait référence à Pont-Saint-Esprit. Nous sommes en pleine guerre froide. La CIA cherche une nouvelle arme bactériologique qui s'attaquerait au cerveau de ses ennemis. Or, la même année, un laboratoire suisse fait la découverte d'une drogue révolutionnaire, le LSD. Un produit synthétique qui provoque d'intenses hallucinations. On sait que les possibilités militaires et paramilitaires de l'LSD intéressaient le gouvernement américain depuis 1947. On avait donc ce produit, il fallait voir si on pouvait en faire une arme, parce que c'est vrai que si on pouvait rendre fou l'ennemi sans avoir à détruire tout le paysage autour, c'était une arme de rêve. Une nouvelle piste qui apparaît en 2010. C'est un journaliste américain, Hank Albarelli, qui relance l'affaire.
La CIA aurait empoisonné une partie des habitants de Pont-Saint-Esprit, à titre expérimental. C'est en enquêtant sur la mort suspecte d'un agent de la CIA que le journaliste met la main sur ces documents surprenants qui font référence au secret de Pont-Saint-Esprit ou encore à l'incident de Pont-Saint-Esprit. La CIA aurait pulvérisé la drogue sur le village, mais sans grand résultat. Alors, elle aurait contaminé le pain. Une hypothèse tellement surprenante qu'elle est vite examinée par les meilleurs spécialistes de l'affaire. Et très rapidement, ils démontrent qu'elle ne repose sur rien de sérieux. Pour moi, l'hypothèse d'avoir pulvérisé quelque chose me paraît... c'est très fantaisiste. Et preuve supplémentaire, des toxicologues comme Éric Nortier sont formels. Les effets du LSD sont incompatibles avec les symptômes décrits par le docteur Gabaye. Que le LSD soit en cause à Pont-Saint-Esprit, c'est impossible. Le LSD ne provoque pas de syndromes tels que ceux qui ont été décrits par les malades de Pont-Saint-Esprit. Le LSD est un produit qui agit tout de suite et qui entraîne un syndrome mental avec peu de signes physiques. D'autre part, le LSD cesse d'agir dans les 12 heures maximum qu'ont suivi la prise. Or là, vous avez une intoxication qui a duré environ une quinzaine de jours et pour les cas les plus graves, environ une centaine de jours. La piste de la CIA fera fantasmer toute la presse française, mais l'hypothèse se révélera totalement farfelue. Retour en 1951. Les acteurs du drame, qui ignorent tout de l'hypothèse américaine, tentent toujours d'élucider l'affaire. Un mystère demeure. Comment expliquer qu'un nombre aussi important d'habitants soit malade, qu'une trentaine soit internée en hôpital psychiatrique et que 5 personnes aient trouvé la mort? Le docteur Gabaye va faire une étrange découverte. Au cours de l'affaire, il se forge une intime conviction. D'après lui, c'est bien la farine et le pain qui seraient en cause. Il en trouve un indice supplémentaire en se plongeant dans ses livres, où il découvre une maladie semblable à celle de Pont-Saint-Esprit. Les symptômes de ces patients s'apparentent étrangement à un mal ancestral, le feu de Saint-Antoine. Le feu de Saint-Antoine, ou encore le mal des ardents. Autant de noms évocateurs d'une épidémie qui a fait des dizaines de milliers de victimes au cours du Moyen-Âge. Une vision apocalyptique que les célèbres peintres Grunewald, Bosch et Bruegel ont représentée dans leurs œuvres aussi terrifiantes que réalistes. Pour lui, c'est cette maladie qui vient de ressurgir et que l'on a baptisée depuis l'ergotisme, un fléau causé par l'ergot, ce champignon noir qui prend la place du grain sur les épis de seigle. L'ergot du seigle est un champignon qui parasite les graminées lors des conditions climatiques particulières, c'est-à-dire un été chaud et humide. À ce moment-là, l'ergot se greffe sur les grains et prospère. À partir de là, le grain est contaminé. En 1951, brusquement, ces médecins ont cru que peut-être c'était donc le retour de cette horreur. Et en tête de ces médecins, le docteur Gabaye, pour qui l'ergot de seigle serait à l'origine de la folie de Pont-Saint-Esprit. Mais il va se heurter à un mur. L'administration, qui dans cette France d'après-guerre, gère l'approvisionnement de toutes les boulangeries du pays en farine. Inquiétés par les révélations du docteur Gabaye, les autorités lancent leurs propres analyses. Et surprise, le laboratoire d'État ne relève aucune trace d'ergot de seigle. En revanche, les fonctionnaires préfèrent pointer du doigt une autre piste. Des taches suspectes retrouvées sur certains sacs du boulanger. Les autorités vont construire une hypothèse sur une contamination par le mercure. Il y avait des indices qui étaient à la fois chimiques et visuels. Il y avait 2 sacs où il y avait des taches qui étaient peut-être faites par ce produit-là. Une farine contaminée par du mercure peut être transportée dans un train de marchandises, en même temps que les sacs du boulanger. Une hypothèse contestée par le docteur Gabaye, car de simples taches de mercure n'auraient pas pu provoquer un tel carnage. Et aujourd'hui encore, le toxicologue Éric Nortier est d'accord avec lui. Aucun des signes présentés par les patients n'est réellement compatible avec une intoxication au mercure. D'abord parce que les patients de Pont-Saint-Esprit n'ont gardé aucune séquelle.
qui est quand même pas banal avec une intoxication au mercure. D'autre part, l'intoxication au mercure donne souvent des problèmes rénaux. Il n'y a aucun problème rénal. Mais bizarrement, pour la justice de l'époque, l'affaire est réglée. Le mercure restera la cause officielle du drame. L'hypothèse finale, qui n'était absolument pas crédible, n'empêche, dans ses conclusions, le procureur met tout ça de côté et proclame qu'on a découvert donc le problème, c'est donc le mercure. Malgré ces analyses négatives, le docteur Gabaye reste convaincu que c'est l'ergotisme causé par ce champignon en forme d'ergot qui a frappé sa petite ville de Pont-Saint-Esprit. Et pour lui, si cette thèse n'est pas retenue, c'est pour protéger l'ONIC, l'administration de l'État, qui par négligence a laissé l'ergot de seigle contaminer la farine. Je suis persuadé, moi, que l'État voulait étouffer l'affaire quasiment depuis le début. Et le docteur Gabaye n'est pas le seul à penser que l'on a voulu étouffer l'affaire. D'autres spécialistes notent de troublantes similitudes entre les symptômes des malades et l'ergotisme. Le problème dans cette affaire, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas avoir la preuve absolue que c'est l'ergot, parce qu'on n'a plus les preuves. Ce que moi je peux dire en tant que clinicien, c'est que les signes présentés par les malades est hautement évocateur d'une intoxication par l'ergot. Les rapprochements avec le mal des ardents ne peuvent pas m'enlever de l'esprit que l'ergot de seigle y est pour quelque chose.